Analyser la société en utilisant des concepts de la sociologie politique impose en fait une clarification d'un des concepts centraux de l'analyse, à savoir celui qui émane du terme latin civis, le citoyen, dans cette fameuse triptyque civis, polis, nomos, cher à Aristote depuis l'Antiquité. Aristote, l'auteur du magnifique opuscule intitulé Le politique. Et avant de réfléchir plus avant, à partir de ce concept de citoyenneté, j'aimerais proposer, en guise un petit peu plus que de préambule, mais plutôt d'introduction, un certain nombre de réflexions, je dirais d'éléments de définition, ou rappeler un certain nombre d'enjeux, non seulement de la vie sociale, mais d'enjeux qui gravitent autour de l'usage même du concept de citoyen, du concept de citoyenneté. Il me semble que la citoyenneté dont on parle aujourd'hui est le symbole de la victoire, non seulement de la démocratie, mais de la victoire des démocraties notamment à l'échelle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, après avoir évoqué les communautés économiques européennes et plus tard la communauté européenne et aujourd'hui l'Union européenne. En fait, la citoyenneté européenne n'est que la conséquence de la citoyenneté nationale. La citoyenneté, faut-il le préciser ici, n'est pas seulement juridique, mais elle est aussi historique et philosophique, bien plus encore que uniquement sociologique. L'idée au cœur de la citoyenneté, et donc de la démocratie, puisqu'elle en est le symbole, c'est de réconcilier les individus entre eux et de réconcilier les peuples entre eux. Deux dimensions importantes à rappeler d'emblée. D'une part, les institutions politiques sont faites pour gérer les relations, les liens et même les sentiments inter-individuels, les sentiments qu'éprouvent les individus envers les uns envers les autres. C'est le seul moyen de vivre en paix et d'éviter les conflits, les révoltes, la barbarie, plus encore la guerre. Et l'autre dimension, à travers le concept de citoyenneté, c'est l'union des individus contre divers dangers. En fait, la citoyenneté est un projet politique centré sur une souveraineté. Une souveraineté qui est limitée volontairement, la souveraineté des individus, et on passe d'une souveraineté individuelle à une souveraineté du peuple. Ainsi, la démocratie est née sous forme nationale. La citoyenneté est donc la source, pour prolonger la séance précédente, je dirais que la citoyenneté est la source du lien social. La citoyenneté doit transcender inévitablement, et là je m'inscris totalement dans les pas, dans la phraséologie, dans les théories de Madame Dominique Schnapper, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales et ancienne membre du Conseil constitutionnel en France. La citoyenneté doit, comme elle l'a si bien dit, écrit, interprété, analysé,
la citoyenneté doit transcender les réalités ethniques. Elle évoque à ce sujet les deux pôles de la citoyenneté. Un pôle ethnique qui renvoie aux identités singulières et un pôle civique qui renvoie précisément à la citoyenneté, à l'intérêt général et à la dimension, je dirais, publique, à la fois de la politique, mais aussi des identités. La citoyenneté, ça n'existe pas. La citoyenneté n'est qu'un principe. La citoyenneté n'est qu'un mot. Au mieux, une notion. Et pour nous ici, aujourd'hui, la citoyenneté est un concept. On ne rencontre pas la citoyenneté. La citoyenneté renvoie à une dimension juridique, à une définition institutionnelle, à une définition politique. Trois aspects me semblent devoir être rappelés d'emblée, ou en tout cas soulignés. La citoyenneté, comme principe qui fonde l'organisation sociale et fonde donc la société, eh bien, renvoie à l'idée de droit et de devoir. Les citoyens ont des droits et ils ont aussi des devoirs. Par exemple, celui de respecter les lois, c'est un devoir. Celui de participer aux dépenses collectives, par exemple, payer ses impôts, payer l'impôt. Par exemple, défendre la société si elle est menacée. Sachez que dès la fin du XIXe siècle, les légionnaires, membres donc de la Légion, dite Légion étrangère, avaient, parce qu'ils avaient, disait-on à l'époque, payé l'impôt du sang, un droit, celui de devenir français. L'accès à la citoyenneté française, du fait justement de l'investissement pour la France, pour l'État-nation français, et donc un engagement dans l'armée, l'engagement militaire pour défendre la société en cas de menace. Donc la citoyenneté, comme concept renvoie à la notion de droit et de devoir. En deuxième lieu, sans confondre les concepts de liberté et de libéralisme, la citoyenneté, c'est la liberté pour les individus, pour les acteurs sociaux, d'aller et venir. La citoyenneté, c'est effectivement la liberté de se mouvoir, de se déplacer. Et si, en tant que Rennais, vous désirez, à l'issue de ce cours, ou un peu plus tard, vous rendre à Marseille ou même à Vladivostok ou à Montréal, vous n'êtes contraint ni de prévenir le maire de Rennes, ni celui de la municipalité, donc de destination. C'est la liberté d'aller et venir. On n'en est pas toujours conscient, même si on en profite dans une société démocratique qui s'adresse à des citoyens libres. On peut ajouter les deux autres termes de la triptyque révolutionnaire, les citoyens libres, égaux devant la loi. Nous sommes donc égaux dans les principes, même si la société est foncièrement inégalitaire dans les faits. Liberté, égalité, mais aussi fraternité. Des relations fraternelles entre les citoyens. Les deux premières dimensions, liberté et égalité, on peut dire qu'elles peuvent se décréter par la loi. La troisième renvoie à la liberté des rapports sociaux, la liberté des individus. Et enfin, troisième élément de la citoyenneté, il s'agit de la vie politique
de la participation à la vie politique. Être citoyen, c'est participer au choix, en tant que gouverné, au choix des gouvernants. Chaque citoyen peut à la fois voter et aussi candidater et passer de gouverné à gouvernant, s'il est bien entendu, il est élu. Ces trois éléments sont très importants, il me semble, à rappeler pour définir non pas le mot ni la notion, mais bel et bien le concept de citoyenneté. Concernant ce concept, Dominique Schnapper, déjà cité, rappelle qu'il s'agit bien d'un principe, un principe qui fait du citoyen un membre non seulement d'une société, mais d'une communauté. L'État-nation, la nation française, est, pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages publiés aux éditions Gallimard, par l'édition Gallimard, le citoyen appartient à la communauté des citoyens. Et c'est précisément cette communauté des citoyens qui constitue le peuple. Le peuple qui, lui, est le seul à être considéré comme la source unique, exclusive du pouvoir. C'est la fameuse souveraineté du peuple, la souveraineté populaire, comme l'exprimait si bien Danton, lors de la Révolution française. Les gouvernés doivent donc obéir. Pourquoi ? Pourquoi devons-nous obéir ? Obéir, évidemment, aux lois. Nous n'obéissons pas à un individu, fût-il gendarme, nous obéissons à la loi. Et c'est toujours au nom de la loi que le gendarme demande, exige, de, par exemple, montrer ses papiers, les papiers du véhicule, etc. Donc, la communauté des citoyens est la source du pouvoir. Les gouvernés doivent obéir parce qu'ils ont choisi des gouvernants. Et de ce point de vue-là, il faut quand même noter que les sociétés citoyennes, c'est-à-dire les réelles démocraties, dans les faits, pas uniquement dans les textes, les réelles démocraties, les sociétés citoyennes sont très rares sur la planète, malheureusement. Et comme disait un certain nombre de philosophes, la démocratie est le pire des régimes, mais c'est en même temps le moins mauvais, ou le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Les sociétés citoyennes sont rares, mais elles restent le modèle qui domine. Il va dominer dès le XVIIe siècle, ce modèle, mais pas en France. Il va dominer dès le XVIIe siècle en Grande-Bretagne. Rappelez-vous le fameux habeas corpus. Si on sonne le matin, à 6 heures du matin, c'est le laitier, disait-on en Angleterre, qui est, de mon point de vue, l'un des États, non pas peut-être fondateur, mais en tout cas à l'origine de la belle notion de droit de l'homme et droit des citoyens. Au XVIIe siècle en Grande-Bretagne, au XVIIIe et à la fois donc aux États-Unis en Amérique, les États-Unis d'Amérique, et en France quelques années après. Il s'agit, ici comme ailleurs, en sociologie politique, comme dans toutes les analyses et réflexions sur la société, de ne pas être trop hexagonaux. Bref, la citoyenneté, la démocratie, est un principe de transcendance de tout particularisme. Être citoyen français transcende les appartenances à la Corse, à l'Alsace, à la Lorraine, à la Bretagne, etc., à la Normandie. Bref, tous les territoires singuliers sont transcendés
par le territoire de l'État-nation. La citoyenneté renvoie à la séparation. Je vous avais évoqué précédemment la dimension de la laïcité pour essayer de définir la société moderne et donc démocratique. Eh bien, la citoyenneté, c'est la séparation nette entre l'espace public, l'espace qui est à la fois public, commun et unique, qui est en même temps un espace non religieux. Séparation, distinction nette entre l'espace public et l'espace privé. En fait, la citoyenneté, et donc, de fait, la démocratie, repose sur une conviction philosophique majeure. C'est celle que l'homme peut s'arracher à son particularisme, que les hommes peuvent s'arracher à leur particularisme, à leurs identités privées, identités singulières, qu'elles soient identité sexuelle, identité générationnelle, identité ethnique, identité territoriale, etc. Par-delà son enracinement, par-delà ses attachements, ses appartenances singulières, l'homme se vit comme capable de rompre avec ses enracinements. La citoyenneté, de ce point de vue, une utopie, un projet. La citoyenneté, et donc la démocratie, renvoie à l'idée non seulement de projet, mais d'idéal. La démocratie, la citoyenneté, comme mythe d'une société politique, formée par des individus à la fois libres et égaux. Séparation du public et du privé, disais-je tout à l'heure. Le privé notamment dans les choix, par exemple, sexuels ou les choix religieux. Séparation du public qui est permise par l'affirmation de l'égalité civile, de l'égalité civique, l'égalité donc juridique de tous les citoyens. C'est vraiment la dimension politique majeure. Et cette affirmation de l'égalité civile et juridique renvoie à l'idée d'universalité, d'universalisme. Et cet universalisme s'oppose en tout point, dans cette fameuse séparation du public et du privé, aux individus qui ne sont pas comme les citoyens qui sont abstraits, qui s'opposent donc aux individus concrets qui gardent effectivement toute leur liberté de conscience, leur liberté de croyance, leur particularisme, leur spécificité. Il s'agit simplement d'imposer aux institutions, par exemple religieuses, la neutralité. Et seule la neutralité de l'État, la neutralité des pouvoirs publics, dans une démocratie, seule la neutralité peut éviter les massacres. Et on le voit malheureusement aujourd'hui à la faveur d'une actualité très mouvementée. Le lieu public est donc commun à tous. Il doit être, encore une fois, religieusement neutre. Et donc, le premier trait qui est fondateur de la démocratie, c'est la laïcité. Le deuxième, pour ajouter à cette introduction, à la présentation donc, du concept de citoyenneté, le deuxième trait, c'est justement la vocation universelle de la citoyenneté. Et donc, la citoyenneté, tous les hommes ont vocation à y accéder. Rappelez-vous, on ne naît pas citoyen, on le devient.
Et cette vocation à accéder à la citoyenneté renvoie à l'idée de l'inclusion dans une société. La citoyenneté, certes, a une vocation universelle, mais elle est progressive. Les pauvres n'étaient pas considérés au début, notamment lors de la Première République, comme des citoyens à part entière. Il s'agissait d'un suffrage censitaire. Il fallait payer, s'acquitter d'un impôt minimum pour prétendre être inscrit sur la liste justement des électeurs. Les pauvres ne pouvaient pas être électeurs et donc n'étaient pas considérés comme des citoyens à part entière. Au début, en tout cas, de la République. Les Noirs des Antilles, considérés comme habitant à la fois un territoire ou un domaine, les fameux DOM-TOM, territoire d'outre-mer ou domaine d'outre-mer, des départements donc dans les îles, dans les Antilles, les Noirs des Antilles ont accédé à la citoyenneté à partir de l'accession au vote, à la fois une possibilité de voter, mais aussi une possibilité d'être élu uniquement à l'issue des lois supprimant ou interdisant en tout cas l'esclavage. Les pauvres, les Noirs des Antilles, mais que dire par exemple de la moitié de la population sur la planète, et je veux parler bien entendu des femmes, qui n'ont eu en France qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale la possibilité d'être à la fois électrice et candidate à diverses élections, notamment les élections présidentielles. Les pauvres, les Noirs, les femmes, etc. Je crois qu'il y a une dynamique, le sens du vent, comme on dit parfois, une dynamique interne. C'est celle de l'universel, c'est celle de l'inclusion. Récemment, plus récemment, à l'échelle de l'histoire, puisque j'ai évoqué les ouvriers et les paysans en 1848, les femmes en 1944-1945, comment oublier les jeunes de 18 à 21 ans qui n'ont pu voter, participer au vote, qu'à l'issue d'une décision politique prise donc, par le président de l'époque en 1974, Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, on a cette dynamique propre à la citoyenneté, à la vie sociale dans une démocratie, une dynamique politique dans la démocratie d'inclusion, exclusion. Inclusion, et là ça renvoie au principe de la citoyenneté, et exclusion, donc de non-citoyens dans les pratiques. Ainsi, la citoyenneté peut-elle être la plus ouverte possible, mais elle n'est ouverte, elle ne peut être ouverte que par le droit. Alors que l'ethnicité est beaucoup plus fermée. Idem pour les obédiences, les églises, les religions, les croyances religieuses. La citoyenneté donc s'acquiert d'abord et avant tout, voire exclusivement, par le droit. En France, par exemple, sans trop caricaturer les choses, l'intégration, l'inclusion à la société française, à la citoyenneté française, est dominée par le ius soli, le droit du sol. Être français parce qu'on est né de parents français. Mais d'abord et avant tout,
le droit du sol, c'est-à-dire né en France, sur le territoire national. Ius soli. Mais on peut distinguer, toujours dans le droit, le ius, donc le droit du sol, ius soli, du ius sanguinis, le droit du sang. C'est-à-dire qu'il faut naître de parents d'une nationalité précise, par exemple en Allemagne, le droit du sang, le ius sanguinis, la naissance, au cœur de la citoyenneté, donc du principe de citoyenneté, est beaucoup plus importante. Le ius sanguinis est beaucoup plus important en Allemagne que le ius soli, et de la même manière, le ius soli en France est plus important, plus déterminant que le ius sanguinis. Troisième remarque, la citoyenneté passe par des institutions diverses. Nous avons dans chaque pays des traditions, une tradition parlementaire par exemple. Il y a des relations particulières entre l'État central, Paris, et les pouvoirs locaux. Et on voit bien aujourd'hui, l'une des grandes difficultés de la construction de l'Europe, eh bien, c'est que la construction de l'Europe doit tenir compte, doit faire avec, comme on dit, les traditions nationales. Les Européens sont donc, on le voit bien, on le constate tous les jours, les Européens sont donc habitués, beaucoup plus habitués aux institutions nationales qu'aux institutions internationales, notamment européennes. Quatrième élément, je voudrais évoquer la tension. En un mot, la tension entre la nation civique et la nation ethnique. La nation civique, c'est la citoyenneté, la perception de la citoyenneté dans les sociétés occidentales, et notamment en France. Les relations à l'intérieur de la nation civique sont des relations que Max Weber, sociologue allemand, avait définies comme des relations sociétaires. Tension donc entre la nation civique et la nation ethnique, où l'on oppose finalement l'État, à l'origine du droit, et la nation, avec cette idée de sentiment d'appartenance à un territoire. À ce sujet, une nouvelle triangularité, une nouvelle triptyque, c'est trois concepts qui sont là aussi, encore une fois, interconnectés, interreliés, interagissants. À savoir, le concept de territoire, la France, le concept de politique, les institutions nationales, et le concept d'identité, les citoyens qui ont un sentiment d'appartenance à un territoire, la France, et en même temps, qui sont soumis à des règles, à des lois précisément de l'État-nation français. Toutes les nations sont en fait, qu'on le veuille ou non, à la fois civiques et ethniques, c'est-à-dire ouvertes à tous, au moins dans le mythe national, et donc civiques et ethniques, c'est-à-dire que dans la société concrète, on partage une même langue, la langue française par exemple, une même culture, les mêmes références. Et aujourd'hui, à une heure de commémoration, on commémore beaucoup en France, eh bien, il y a un partage d'une mémoire commune, une mémoire collective. C'est-à-dire que toutes les nations sont à la fois civiques et ethniques, ou je dirais même, toutes les nations sont en même temps, à la fois et successivement, civiques et ethniques. J'aimerais évoquer, même si nous
nous n'en sommes qu'à une introduction, donc des éléments liminaires à la dimension, à la présentation des dimensions de la citoyenneté, j'aimerais évoquer l'ambiguïté d'une institution majeure dans la République, je dirais même mieux, l'une des plus grandes réussites de la République française, à savoir l'école. L'ambiguïté du rôle de l'école. D'une part, l'enseignement est chargé de transmettre une culture commune, une histoire très orientée. Rappelez-vous nos ancêtres les Gaulois. Et les enfants qui seraient, les enfants de la République, héritiers de la République. L'école est à la fois chargée de transmettre une culture commune et de traiter donc les élèves de manière égale contre les inégalités réelles dans la vie sociale. En fait, nous sommes égaux en droit et l'école traite les élèves de manière égale, égalitaire. Mais nous sommes inégaux dans les faits et l'école ne peut pas tenir compte des handicaps, du handicap que l'on pourrait appeler, après George Snijders, un handicap social et culturel, puisque les familles d'origine, les familles qui ont élevé les élèves, qui élèvent les élèves, qui éduquent les élèves, eh bien, les familles n'ont pas les mêmes capitaux économiques, capitaux politiques et capitaux culturels, les mêmes diplômes par exemple. Mais l'école qui doit traiter les élèves à égalité, de manière égalitaire encore une fois, eh bien, a affaire à des familles, des élèves qui vivent des situations multiples et variées, en tout cas foncièrement inégalitaires. Les parents ont des capitaux variés en matière économique, ils ont plus ou moins d'argent. En matière sociale, ils ont plus ou moins de réseaux, de relations sociales. Et en matière aussi culturelle et symbolique, ils ont plus ou moins de diplômes. Donc, l'école traite les élèves comme s'ils étaient égaux. Elle les traite de manière égalitaire dans les principes, alors qu'ils sont foncièrement inégalitaires dans les faits. À ce sujet, Durkheim, encore lui, Émile Durkheim, évoquait l'idée que l'abstraction de la société scolaire permettrait de maîtriser l'abstraction de la société politique. Mais les nations ont toujours été construites à partir d'appartenances ethniques, c'est-à-dire que la France, qu'on le veuille ou non, est multiculturelle. En fait, la France, en 1918, était un pays où l'on parlait plus de 14 langues, dont, évidemment, je ne résiste pas à donner l'exemple de la Bretagne, ici à Rennes, évidemment. Mais la question n'est pas dans la réalité de ce multiculturalisme, mais plutôt, la question peut être formulée de la manière suivante. Ce multiculturalisme doit-il s'exprimer par des organismes, par des organisations publiques ou dans des organismes et institutions publiques? D'une certaine manière, oui, et d'une autre, on peut répondre par la négative. Oui, si l'on considère qu'il faut faire coexister des monuments corses, bretons, arméniens, etc., juifs, musulmans, qu'il faut faire coexister des églises, des temples, des synagogues, etc., dans la société, dans la vie publique, la vie sociale. Mais il ne s'agit pas de corsité, de corsitude ou de bretonité
ou d'arménitude pour parler des Arméniens. Et donc, nous avons affaire à des citoyens français dont les appartenances singulières peuvent être variées et multiples. Tel est effectivement l'un des grands paradoxes de la démocratie à la française, pour reprendre le mot de Dominique Schnapper. La citoyenneté, 2 points donc pour finir. Cette rapide introduction et positionnement, on essaie de camper un petit peu le décor théorique du concept qui nous permettra, dans le prolongement, donc, de définir le concept de citoyenneté. Et le point va concerner la notion de lien social au cœur et une sorte de fil conducteur de la problématique que je propose. La citoyenneté est la source du lien social dans les sociétés démocratiques. Ce n'est donc plus ni la religion, ni le partage du même monarque. La citoyenneté, c'est être soumis à une même organisation politique. Et le sociologue allemand Max Weber allait même jusqu'à dire que le fait d'être soumis à la même règle, aux mêmes lois, eh bien, était à l'origine d'un sentiment d'appartenance au territoire politique et donc à l'État-nation concerné. La société, dans la société, nous sommes unis, les citoyens sont unis par une commune citoyenneté. La société, en tout cas dans les démocraties, est fondée sur l'égale dignité de tous les hommes. Et cela donne effectivement un style tout à fait particulier aux relations sociales dans les sociétés démocratiques et républicaines. Républicaine, la République, res publica, la chose publique. Et c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et on peut y ajouter un minimum de morale partagée. En fait, chacun a droit à l'égalité. L'égalité de droit comme l'égalité de devoir. Mais il ne s'agit pas ici, il ne s'agira pas ici, dans le cadre de cet enseignement de sociologie politique, d'ignorer les usages plus ou moins pervers de la citoyenneté et de la vie républicaine et démocratique. Par exemple, quelques rappels. La difficulté de supprimer l'esclavage. Les Juifs, le 3 octobre 1940, n'ont jamais oublié la suppression de la citoyenneté. L'Algérie dite française, avant la signature des accords d'Évian, en mars 1962. L'Algérie française, qui était considérée comme un département français, mais évidemment, malheureusement, sans égalité entre les citoyens de ce département. Le principe de citoyenneté ne doit pas cependant être uniquement représenté par le droit, à savoir ce qui est imposé, ce qui est contraint. La citoyenneté ne doit pas être perçue comme uniquement une contrainte, celle d'obéir. Le droit, les règles, les normes, dans une république, dans une démocratie,
sont un instrument pour aider les moins dotés, pour aider les plus faibles. Il y a bien sûr un certain nombre de critiques qui sont faites donc, à la citoyenneté, et je citerai évidemment en premier lieu la notion de citoyenneté négative évoquée par le mouvement ouvrier, dénonçant, à l'instar de Marx, Karl Marx, les impostures de la pensée bourgeoise, les conditions sociales du prolétariat, entendait-on à l'époque, ou disait-on, avant les années 1960, les conditions sociales du prolétariat ne pouvaient en aucun cas permettre l'exercice plein et entier de la citoyenneté. Il y a eu aussi un courant plus critique, encore, et même, je dirais, contre-révolutionnaire. Et il y a eu une approche critique de la citoyenneté émanant non seulement du courant marxiste, mais aussi du courant philosophique du christianisme social. En fait, tout le monde parle, que ce soit les membres, les théoriciens du christianisme social ou les théoriciens marxistes, plus matérialistes, tout le monde parle des conditions de vie, de l'importance des conditions de vie pour assurer la dignité des citoyens dans le cadre d'un État-providence. En même temps, énoncé par le philosophe Burke, B-U-R-K-E, en 1790, Burke avait critiqué le caractère individualiste de la République, le caractère individualiste de la démocratie à la française notamment, prônant plutôt une approche plus communautariste. En fait, la citoyenneté est considérée par ce dernier comme une abstraction universaliste. Et il s'agirait pour lui d'assurer la vraie démocratie à travers les appartenances, non plus nationales, mais à travers les appartenances communautaires. On retrouve cette approche dans la perspective girondine et non plus jacobine de la République française et de la démocratie à la française, où la démocratie, c'est prendre des décisions au plus près des citoyens et non pas au centre, au plus près de la périphérie et non pas du centre de la nation. Notamment les gouvernants qui décident à partir de la capitale. En conclusion, la citoyenneté me semble être une utopie, et je dirais même une belle utopie, une utopie créatrice, tendue en permanence entre les enracinements et les projets civiques. La citoyenneté, et donc la démocratie, la citoyenneté, comme principe démocratique et républicain, est à la fois très fragile et menacée en permanence. Les critiques qui lui sont faites à la démocratie ou à la citoyenneté, eh bien les critiques qui lui sont faites sont toujours plus ou moins justifiées, plus ou moins pertinentes. La citoyenneté n'est donc jamais acquise. C'est une branche extrêmement fragile. Et enfin, deuxième élément qui nous permettra d'ouvrir
vers une définition à la fois nationale et aussi non hexagonale, ou pas trop hexagonale de la citoyenneté, la construction de l'Europe, mais aussi la décentralisation, ont pour effet d'affaiblir le niveau national. Telle est la question, la place de l'État-nation dans la fabrication aujourd'hui de la citoyenneté.